Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode du Kiritsu Podcast. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode numéro 38. Donc, on va parler d'impact du poids de corps sur la performance dans les sports de force, donc principalement force athlétique et également un petit aparté sur le streetlifting. Aujourd'hui, on reçoit Maximilien Thomas. Donc, je le laisse se présenter. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, coach chez Hermès Process. Donc, je suis spécialisé dans le powerlifting, on fait un peu streetlifting. Et aujourd'hui, on intervient pour parler du lifter qui est en surpoids ou du maigre, tout simplement. Qui est en surpoids. Dans quelle catégorie vous rentrez, les gars? 93 normalement, quand la pesée n'est pas ratée. Non, mais je te parle pas de la catégorie, je te parle est-ce que t'es maigre ou est-ce que t'es gros, en fait. Ah, maigre. T'es pas soit normal, en fait, je sais pas. Et trop maigre, parce que est-ce que tu peux être coach de force athlétique quand tu fais moins de 100 kilos, quoi? Quand tu fais moins de 100 kilos et que tu ne fais pas des exercices avec des chaînes pour te lester sur ton bench. Grave. Wesh. Wesh. En vrai, on peut rester en terrain neutre comme la Suisse ici ou... En vrai, est-ce qu'on parle de genre en mode un ratio taille poids de corps déjà? Non, c'est quoi pour toi le ratio Personnellement, moi je pense que je commence à être gros pour ma taille, tu vois. Là, je suis à PDC plus 16 à peu près, si on part du principe que je fais pas 1m70. Perso, les vrais seront ma d'identité. Pour un homme dans les sports de force, enfin en tout cas en FA, je dirais entre PDC plus 5 et PDC plus 20, t'es bien, tu vois, selon la KT. Ouais, okay. Après, plus de 120, ça n'a rien à voir. C'est plus entre PDC plus 20 et PDC plus 60. Mais, en vrai, il y a une question qui me vient, Nathan. Quand tu dis ça n'a rien à voir pour les KT plus de 120, tu vois. Est-ce que tu penses que genre ils sont gros parce que ils veulent juste bien manger à la cantine, ou alors parce que vraiment il y a une recherche en fait d'optimisation par le ventre qui grossit tout simplement? Les deux, en fait. Pour moi, un athlète qui est en plus de 120 pourrait très bien être en moins de 120. Par exemple, je pense que je te donne un exemple assez parlant, c'est que Stanley Oda, il n'aurait pas pu être en moins de 120, tu vois, parce qu'en moins de 120, il serait trop maigre et en termes de performance pure, il serait beaucoup moins performant. Un peu comme Brutus aussi. Brutus, il est en moins de 120 actuellement, mais je pense qu'à terme, il devra passer en plus de 120 pour être beaucoup plus performant. Ouais, mais c'est deux morphologies. Non, pas morphologie, mais. Non, c'est juste que je pense qu'il y en a un qui était plus avancé que l'autre aussi dans sa pratique et qui aussi était vraiment beaucoup plus axé performance, même si Brutus il est très axé performance parce que maintenant il fait purement de la force athlétique aussi. Je pense qu'il en bénéficierait beaucoup plus aussi d'être moins entre guillemets sec à l'année. Ouais. Tu regardes quand il affronte Nicolas Perrault, alors que Nicolas Perrault, il a 10% de masse grasse en plus. Ouais, bon, après, Nicolas Perrault, ça reste... Je te dis pas... Non, c'était pas une critique pour Nicolas Perrault. Ça reste encore... C'était pas une critique pour Nicolas Perrault, c'était justement dans le sens où, en termes de composition physique, je veux dire... Ouais, il est parfait, en vrai. Il est ni trop, ni pas assez. Voilà, et Brutus, en fait, ça se voit qu'il est encore trop immature dans sa catégorie et que justement, il devrait, à mon sens, passer sur la catégorie dessus, tu vois. Après, lui, étant donné qu'il est un peu aussi, tu vois, il a ce côté un peu influenceur aussi, je pense que c'est, tu vois, ça rentre aussi en ligne de compte, tu vois, de garder un physique. C'est pour ça que j'ai parlé de juste avant de ça. Mais bon. Ouais. Après, pour les ratios, je trouve que c'est compliqué quand même. Enfin oui, il y a forcément une histoire de ratio, mais ça dépend d'hommes et femmes. Il faut mettre aussi en rapport ton rapport masse maigre, masse grasse, quoi, parce que. Moi, j'ai déjà remarqué. Pardon, Nathan, je te coupe. Tu peux vite rush un PDC plus 20, mais en fait, ça te servira à rien. Tu vas plus perdre de temps qu'autre chose parce que tu vas te mettre dans une merde pas possible parce que tu seras PDC plus 20, mais tu n'auras pas plus de muscles forcément qu'avant. Personnellement, je suis PDC plus 35, après, je sais pas vous. Ouais, mais voilà, tu vois, toi, t'as un peu rush le truc aussi. J'allais dire une blague. Wesh. Ouais, t'allais dire quoi, Max, du coup? Ouais, je disais que moi, j'ai remarqué que le powerlifter qui remplit bien sa KT, entre guillemets, il y a un certain physique qui apparaît. Tu sais, c'est le physique bien rempli, ni trop sec, ni trop gras. Le mec, il a un petit peu de flotte, mais c'est harmonieux, tu vois. Genre, typiquement, non, mais tu parlais de Nicolas Perrault. Moi, je trouve que ce physique-là, c'est pour moi le physique moyen du powerlifter. Je parle pas en termes de genre c'est nul comme physique, mais c'est le physique pour moi qui apparaît le mieux quand on a un powerlifter. Genre parce que pour moi, quand t'es trop sec, c'est soit qu'il y a vraiment une optimisation de KT derrière,
Donc voilà, il y a le terme optimisation, mais d'un côté. Mais généralement, quand tu remplis ta caté d'une bonne manière, entre guillemets, quand tu vas chercher la caté du dessus, bah, tu finis avec ce genre de physique, tu vois, qui est très, très, très rempli, etc. Et je trouve qu'il y a plein de bénéfices. On en parlera après, mais dans la ceinture, etc. On parle quand même de moins de 120, je veux dire. Ouais, mais moins de 120 ou pas, le mec, en fait, comment dire, physiquement, il est pas gros, tu vois. Genre, le mec est juste rempli, il est massif, etc. Je dis pas ça, mais tu vois, je veux dire, on a beaucoup plus tendance à trouver des mecs secs dans les catégories 74 et moins, plutôt que quelqu'un qui essaie d'optimiser sa catégorie dans les catégories 83, 93, 105, 120, 120. Tu vois. Ouais, moi, je prenais en compte surtout à partir des 83, c'est vrai. 83, même, c'est rare de trouver des mecs vraiment secs. En vrai, je trouve que tu commences vraiment à avoir des mecs qui optent leur catégorie vraiment en étant vraiment sec à partir de 74. Moi, je te le dis, j'ai eu cette transition-là. Je suis passé de genre giga sec en 74 à complètement flotteux, rempli, et le physique qui change du tout au tout, quoi. Et justement, il y a grave des bénéfices dans ça. Pardon, Nathan? Je trouve que t'es encore bien, tu vois. Ouais. T'as pas fait ça comme un clébard, quoi. Ouais, non, c'est ça. Mais du coup, il y a le physique qui évolue et c'est vraiment comment dire, physiquement, ça rend carrément autrement, quoi. Et tu le sens dans la ceinture. C'est pas du tout la même chose. Ok. C'est quoi, du coup, pour vous, le plus gros impact du fait en termes de levier. Les leviers. Ouais, toi, moi, je dirais la sensation. Moi, j'ai vraiment senti une amélioration de mes leviers en prenant 15 kilos. Quand ta cuisse, elle appuie sur ton mollet au squat. Vraiment, je suis passé de 112, 113 kilos à 125 kilos. J'ai senti bon, c'est pas arrivé en 2 semaines, tu vois, mais j'ai senti la diff de un truc de malade, tu vois. Genre, c'est beaucoup plus. En fait, je me sentais beaucoup plus en sécurité, beaucoup plus maintenu, beaucoup plus fort. C'est sur le squat, surtout sur le terre, vraiment. En fait, tu ressens quasi aucun gain, en fait, et c'est pour ça qu'on retrouve énormément de deadlift spécialistes dans les catégories assez basses plutôt que dans les catégories assez hautes. Mais parce qu'en fait, le gras, il va juste venir te gêner de toute façon sur ton terre. Et sur le bench, hormis mon énorme bide qui m'aide à bench, honnêtement, j'ai pas pris tant que ça avec en étant. En fait, je perds plus en termes d'énergie pure du fait de moins manger en fait et d'être en déficit sur le bench, parce que comme tu as beaucoup plus de séries dans la semaine, plutôt que réellement en fait d'être moins gras dans l'ensemble en fait, parce que je perds pas tant que ça en termes de hauteur de cage, donc. Voilà. Et toi, Max, t'allais dire plutôt la sensation, du coup, un peu ce que Nathan disait de se sentir plein et d'être de se sentir entre guillemets en sécurité. T'es stack, t'es sous ta barre, etc. T'as beaucoup moins ce truc de genre les côtes qui rappent contre la barre. Enfin, t'as une couverture de sécurité sur toi, quoi. Et effectivement, moi, je sais pas, genre j'ai la sensation de mieux remplir mon singlet, donc il y a aussi cet effet, genre je me sens en confiance en fait. Et généralement, quand t'es en cut, etc., tu as des problèmes avec ta ceinture, tu dois tout le temps la régler. Enfin, moi j'avais ça. Je disais, le truc des côtes, genre j'avais les côtes qui tapaient contre la ceinture. Enfin, mon bracing est pas du tout le même. Aujourd'hui, c'est plus un bracing où j'ai plus vraiment besoin de contracter de fou. C'est vraiment genre mon ventre qui se place, tu vois, dans la ceinture. Alors qu'à l'époque, en fait, vu que je remplissais d'une manière un peu différente ma ceinture, genre, tu sais, quand t'es très sec, t'as pas ce truc de genre le gras qui monte au-dessus, qui crunch un peu la ceinture, etc. Et c'est un bracing qui était totalement différent, tu vois. Donc là, je me sens grave bien. Comme tu dis, les ischios qui tapent contre le mollet en bas du squat, etc. Enfin, ça, c'est une sensation qui est vraiment différente, quoi. Ouais, ça change. Après, sur le problème, c'est que quand tu es un peu plus gras, la ceinture, elle sera beaucoup plus facilement maintenue, on va dire, par ta masse grasse. Quand on parle de masse grasse, c'est pas non plus exagéré, mais alors que si tu es sec et que tu as la peau sur les os, entre guillemets, en fait, la boule, tu as le bassin qui se décale un petit peu parce que tu rétroverses un poil sur ton squat. Tu as la ceinture en fait qui va remonter de 3 cm sur ton torse et en fait, tu vas te prendre une clim sur le squat. Moi, j'ai ce problème-là avec Tom, qui est relativement sec. Il fait 1m95 pour moins de 88 kg. Extrêmement fort, mais en fait, sur son squat, il a tendance à perdre la position de son bassin. Tout le temps, sa ceinture, en fait, elle se décale de 3 cm. Moi, j'aurais tendance à faire un lien empirique avec, tu sais, les grosses KT qui ont de moins en moins besoin de ceinture, genre qui arrivent à faire du benchless très lourd sans avoir de difficulté. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que plus tu as un gros ventre, moins tu as besoin de brace. En fait, ton ventre
sert entre guillemets de ceinture. Disons que ta graisse, en fait, elle fait l'effet de la ceinture ou c'est ça. En fait, tu pousses proprioceptif de la ceinture, en fait. Tu pousses tes abdos contre la graisse au lieu de pousser entre contre la ceinture. Et même, il y a un match. Nathan, il parlait du bassin. Quand tu as de la graisse tout autour, ça vient aussi faire maintien, tu vois. Peu importe l'articulation, au final, c'est pour ça que c'est aussi plus simple de maintenir peut-être une bonne position quand t'es pas trop maigre, quoi. Il y a aussi ce truc-là de moi quand je fais des athlètes entre guillemets qui sont trop maigres ou en tout cas qui sont pas assez matures dans leur pratique, que ce soit de la muscu en général, manque de masse musculaire, manque de masse graisseuse, et sur le squat en fait, parce que là on parle du squat, l'ancrage de la barre est à chier, et en fait je leur dis t'auras beau faire ce que tu veux, la barre en fait elle bougera toujours tant que t'auras pas ou plus de gras ou plus de muscles en fait. T'as mal au high bar, je sais pas. Mais Nathan, tu peux pas leur en vouloir. Ils optimisent la 53 KT. La 50 KT. La KT des sous-hommes. Mais coach, regarde, j'ai des abdos. Qu'est-ce que tu dis? Je suis déjà assez musclé, j'ai des abdos. Et vous, c'est quoi un peu vos repères pour déterminer qu'un mec a besoin de manger plus, quoi? Je sais pas, ça se voit physiquement. Le mec, Si on voit tes abdos, non, j'exagère, mais si vraiment la ceinture bouge, ça c'est un truc généralement, je dirais, ou c'est un problème de serrage, ou c'est juste problème de position de bassin. Mais généralement, en fait, tout ça découle du fait que tu manques de masse graisseuse au niveau du ventre. Ouais. Les fesses qui sont trop plates, généralement, j'aurais tendance à dire mange et les fesses vont grossir. En fait, c'est aussi simple que ça. Mais mec, tu sais, la sensation, tu regardes le lifter, alors il n'est pas forcément longiligne, mais il a un bench avec une amplitude d'enfoiré, juste parce que le mec n'a pas de fesses, donc en gros, il n'y a pas cet effet pontage. Le mec n'a pas de bras, donc en gros, ses bras, il y a un trajet de zinzin qui se crée, etc. Et moi, c'est vraiment à partir de ce moment-là où je me dis, mais en fait, il faut que tu te remplisses. Genre, remplis tes segments, tu vois. Vraiment, si j'avais pas de fesses, je pense que j'aurais 20 cm d'amplitude en plus. Et Nathan le sait très bien, la taille de mon fessier, c'est la seule raison que j'ai un bench réellement potable, parce que j'ai des énormes fesses en fait. Donc, pareil pour les pecs, tu vois, même si voilà, il y a cette notion d'ouverture thoracique qui joue énormément, mais au plus tu vas être rempli au niveau pec, au niveau du torse, quoi, au plus tu vas pouvoir toucher la barre le plus tôt possible. Moi, je suis vraiment pas impacté par ma masse graisseuse au niveau du haut du corps. C'est vraiment sur le bench ce qui me joue le plus, c'est les fesses en fait. Si en fait comme je touche à vraiment en fait j'ai mes pecs et j'ai mon bide, en fait je touche entre les deux, donc en fait je touche directement au niveau de la cassure. Ça dépend de ton point de clic, ouais. Voilà, c'est quasiment comme si tu pouvais bench les fesses en l'air en fait. Voilà, exactement. Donc et du coup tu fais vraiment, le pont se fait vraiment de la tête aux pieds en fait, et pas du bassin vers le. C'est ça. Et tu rajoutes à ça une paire de lifteuses et t'as le pontage le plus cheaté de France. Donc voilà. Ok. Donc sur le squat, je pense qu'on a fait le tour, mais. Et sur le squat, est-ce que moi pareil, il est empirique de ce que je peux voir, moi les gars. Je dirais quels sont les inconvénients pour vous? Déjà, on a vu les avantages du squat au niveau du poids de corps, du fait d'être skinny ou justement trop gros. Et quels sont les inconvénients hormis, parce que là du coup on a vu les inconvénients d'être trop skinny sur le squat, mais quels sont les inconvénients d'être trop gros à votre avis? Le truc, c'est que à un moment tu vas aussi limiter ta capacité potentiellement à descendre, tu vois. Ouais, c'est le plafond. Un avantage que j'ai oublié de parler, c'est que quand tu es trop maigre sur le squat, le pli de hanche, le pli de la hanche en fait pour avoir la def, il est vachement horizontal en fait, alors que quand tu es plus gros, la cuisse est beaucoup plus galbée, et donc en fait le creux de la hanche est beaucoup plus creusé, et en fait tu auras beaucoup plus de facilité en fait à atteindre la def. Tu auras limite besoin moins de descendre pour une amplitude similaire. Pour un poids de corps plus élevé, généralement, le creux de la hanche sera plus marqué, donc tu auras moins besoin de descendre. Mais il faut faire attention à ça. Moi, j'ai très vite remarqué que, justement, en compétition, au plus tu as les grosses cuisses, au plus l'arbitre aura tendance à te mettre du rouge, tu vois. Parce que, justement, il y aura besoin de marquer, justement, cette descente. Oui, mais après, faut pas non plus... c'est sûr que si après, tu restes à la def limite... Non, mais parce que tu regardes, tous les gros lourds professionnels, ils ont pas une def comment dire, si visuellement légal, tu vois, genre faut vraiment que tu regardes et c'est vraiment juste, tu vois. Moi, je vois pas un truc super marqué, tandis que les gens skinny, vas-y, il a 2 bâtons, il descend avec ses bâtons et tu vois que le bâton peut se faire parallèle et voilà, tu vois. Après, c'est différent. Maintenant, on a le retour sur image qu'on n'avait pas avant sur les compétitions nationales, et c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup plus de overturn sur les décisions nationales.
On l'a vu l'année dernière aux France, que ce soit les France Bench ou que ce soit les France FA. En 93, le nombre de gens qui se sont fait éliminer parce qu'ils n'avaient pas la DEFS, et on s'est retrouvé avec un plateau, en fait, avec la moitié sur les 30 personnes, il y avait 15 qui se sont fait éliminer dès Après, le squat. ça, je pense que ça vient aussi de. Genre, c'est pas forcément le poids de corps en soi, c'est juste, je pense aussi, le manque d'expérience, tu vois. Et c'est ce que j'ai dit. Ouais, mais je trop parlais du tôt poids de jouer avec corps, les standards, tu vois. mais c'était juste pour parler de standard aussi. Tu vois. Ouais. Moi, En j'ai termes remarqué. d'inconvénients, j'allais dire ça, c'est qu'en fait, c'est un peu le désavantage du truc, c'est que certes, tu es beaucoup plus rempli, tu as un peu cet effet rebond, mais si tu passes dans le pro, bah en fait, tu va falloir vraiment appuyer comme un porc pour pouvoir descendre. Le ventre aussi qui va gêner au niveau de la flexion de hanche. Donc, si tu as un squat relativement Moi, tu penché. vois, quand je faisais 70 kilos, je pouvais squat les pieds beaucoup plus resserrés que maintenant. Là, maintenant, avec 23 kilos de plus, je suis obligé d'avoir une stance beaucoup plus large pour pouvoir passer, en fait. Potentiellement aussi un petit peu moins mobile au niveau de la chaîne scapulaire pour les bras. J'ai l'impression aussi de temps en temps. Pour les athlètes qui sont assez balèzes. Bah ouais, du coup, tout de suite, tu es là. Moi, j'ai remarqué au squat, il y en a, ils ont tendance, enfin, la plupart des gros avec un gros ventre, ils ont tendance à avoir tous le même squat, tu sais, squat très vertical, avec une inclinaison du buste, et je squatte entre mes jambes. Et je trouve que en vrai, c'est plutôt une bonne chose, mais du coup, ça les limite dans leur expression technique, parce qu'en fait, ils se retrouvent tous à devoir squatter pareil. En fait, ils ont tous un squat high bar, mais un low bar, en fait. Alors que t'as pas forcément en plus le levier pour. Hein. Ouais, c'est ça. Tu te retrouves à devoir squatter comme David Wilson, mais si t'as pas l'ouverture d'hanche qu'il faut. Parce que moi, j'ai jamais vu un très très lourd avec un gros ventre squatter, c'est ça, low bar extrême et avec une grosse flexion de extension de hanche, tu vois. Genre, pour moi, mais en même temps, ils sont bloqués par une très grosse ouverture de hanche en bas en restant assez vertical au niveau des tibias et au niveau du buste. C'est ce que je remarque en tout cas. C'est ça. Mais après, je sais pas si vraiment il y a un autre, pour le coup, un autre désavantage. Je pense que vraiment, le squat, c'est vraiment le mouvement sur lequel plus t'es lourd. Normalement, plus tu vas être bon parce que. C'est le mouvement. Moi, je dirais pas lourd, je dirais gros. Plus t'es gros. Je dirais que le squat, c'est le mouvement où l'impact du poids de corps est le plus important, peu importe l'extrême. La masse déplace la masse. Sur le bench, je dirais que t'as pas forcément d'énormes désavantages à être trop skinny, mais tu as beaucoup d'avantages à être beaucoup plus gros, tu vois. Et le terre, c'est où tu as énormément de désavantages à être très gros et énormément d'avantages à être plus skinny, tu vois. Parce que le terre, on n'en a pas parlé, mais les cuisses énormes, Nathan, c'est ton problème, toi, tu as des gros quads, tu viens avoir la barre qui s'enfonce dedans, en fait, tu te prends une clim instant à partir du moment où tu rentres dans les cuisses. Moi, je sais que j'ai du mal à me baisser avec mon ventre, avec la ceinture SBD. J'ai pas non plus un gros ventre, tu vois, donc ça va, c'est pas trop gênant. Mais je veux dire, je le sens de temps en temps qu'en termes de flexion de hanche, surtout sur les RDL, ce genre de choses, je suis assez limité. Sur le RDL, ça va, mais surtout sur le stiff leg. Donc voilà. Ouais, c'est ça. C'est souvent le terre qui est le plus impacté par le poids de corps, effectivement. Après, le terre, c'est que je dirais que le poids de corps, ça va surtout jouer sur les leviers pour un mec en sumo. Tu vois, si tu vois, il commence très skinny, il a potentiellement la capacité d'avoir un terre très très ouvert et potentiellement ça, avec le temps, ça va être de plus en plus compliqué, tu vois. D'avoir le terre un peu, tu vois, Charlie, le terre de Charlie, mais avec 30 kilos de plus, je suis pas certain que ce soit possible, tu vois. Bah en quoi ça, qu'est-ce que tu verrais morphologiquement qui change, enfin pas morphologiquement, mais qu'est-ce qui ne pourrait plus faire à cause d'un poids de corps plus élevé? Ouais, voilà, c'est ça. En fait, il va juste. J'arrive pas à visualiser parce que moi, je connais des gens qui ont genre 3 fois les cuisses de Charlie et qui arrivent à avoir un terre ultra ouvert. Mais tu vas avoir le build déjà. Le build, ça va jouer. Tu vois, tu vas pas pouvoir être assis entre guillemets. Les jambes, en fait, au niveau des cuisses, moi, je trouve que ça joue énormément quand même. Après, il y a avoir les hanches ouvertes et avoir les hanches ouvertes comme Charlie. Charlie, c'est. Ouais, bon, c'est un extrême. Charlie, pour moi, tant Charlie, il a les burnes qui frottent la barre, quoi. Je veux dire. Non, mais tu vois, tant qu'il n'y a pas une perte de mobilité en soi, pour moi, le ventre. Pour moi, justement, elle va être limitée, ta mobilité. Par le gras, ouais. Ouais, justement, le gras va limiter ta capacité. En niveau de rotation externe, en fait, le gras, le quad va venir sur le fessier et plus t'es gras, plus tu vas être limité parce que le fessier va grossir quand tu vas le contracter en rotation externe et en fait,
pour moi, il y a de la limitation en termes de mobilité comme ça, tu vois. Ok. Voilà. Après, encore une fois, je pense que effectivement, le terre, c'est vraiment le mouvement qui va être le moins impacté. Limite, et c'est pour ça qu'il faut limite... que tu connaisses tes faiblesses et tes forces. Si t'es fort sur le squat, il vaut mieux prendre un petit peu plus de poids et miser là-dessus, quitte à perdre 5 kilos, 10 kilos sur le deadlift, plutôt que si t'es bon sur le deadlift et que t'es très bon sur le deadlift, autant agresser sur un poids intermédiaire, limite en dessous, et limite pas entièrement remplir ta catégorie, voire rester dans la catégorie du dessous, justement, en tout cas si t'es compétitif, bien sûr, pour avantager justement le fait de si en fait j'ai 30 kilos de moins sur mon terre parce que je prends 5 kilos en plus, en fait autant rester 5 kilos en dessous, quitte à ce que sur ton squat tu perds 5 kilos, tu vois. Mais généralement les très lourds, ils ont un squat et un terre qui sont à peu près équivalents, voire même le squat qui est au-dessus du terre, donc les chiffres parlent d'eux-mêmes, j'ai envie de dire. Moi j'ai le cas d'Ilyes, Ilyes il a un squat aux alentours des 310, il a un terre aux alentours des 300, tu vois. Ouais, mais tu vois, tu lui as bien fait comprendre qu'aussi il fallait lâcher ce rêve de terre plus que son squat, entre guillemets, tu vois. Et au final, je trouve qu'il a beaucoup progressé aussi quand justement il a changé de mindset et de se dire je vais prendre le max de kilos possible sur mon squat et le terre, je ferai au mieux, tu vois. À un moment, après, il faut pas non plus aussi se dire bon, c'est bon, mon terre, je le jette à la poubelle. Non, mais je veux dire, au final, tu vois, au final, il fait beaucoup moins de fixette sur son terre et son terre se porte tout aussi bien, tu vois. Moi, j'aimerais bien avoir un squat plus lourd que mon terre. Ouais, peut-être ça va être compliqué. Ton terre. Mais vous avez des cas d'athlètes qui respectent justement pas ces croyances-là, mais je veux dire un athlète très léger qui a un squat plus haut que son terre, ou un athlète très lourd qui a un terre plus haut que son squat. Pas après, généralement, pas à partir du niveau intermédiaire. Genre généralement pour le average lifter, c'est juste que le gars a pas fait de terre beaucoup dans sa vie, mais très rapidement, c'est ça. Très rapidement ça va changer, quoi. Toi, t'as des cas de mec, tu te dis il va voir. Ouais, tu vois. Je réfléchis. Après, à moins que le mec est vraiment, c'est soit un pro squat bencher très très petit, du genre les personnes de petite taille, tu vois, sur des catégories assez basses. Encore une fois, c'est dû à leur maladie entre guillemets, donc c'est classé comme une maladie, hein, je veux dire, comme une condition physique si tu préfères. Ouais, non, mais tu parles vraiment là. Mécanisme, ouais. Ouais, ok, oui. Non, mais dans ce cas-là. Pas de juste petit mettre ouais, tu parles pas de juste toute caté, ouais. Voilà. Moi, justement, j'ai un gros quand on se dit, on s'entend, c'est une grosse caté, dans mon coaching qui, justement, a son squat qui arrive bientôt à son terre parce qu'en fait, il décolle très vite au terre, mais c'est Dorian. Je vous avais envoyé une vidéo de son terre. Ouais. Il décolle très vite et en fait, il passe les genoux et c'est fini, quoi. Genre, même s'il arrive à lock, en fait, il lock pas les genoux. Genre, et ça, c'est uniquement dû à cause de son poids de corps et on a essayé énormément de choses et c'est très compliqué. Là, en ce moment, on est en full sumo. On a essayé le sumo, justement. Il y a beaucoup moins de difficultés, forcément, à lock parce qu'il y a moins d'amplitude, etc. Mais on voit que morphologiquement, ça commence. Donc, son squat doit tarder. Il compense l'incapacité à fléchir ses hanches par le fait d'être très rond. Du coup, il n'arrive pas à lock parce que. Ouais, un des cues que moi j'aurais tendance à utiliser énormément chez les athlètes qui ont des grosses cuisses ou en tout cas qui sont une masse graisseuse assez importante, en tout cas sur des grosses KT, sur le terre, c'est en fait je vais énormément faire attention au timing en genou plus que nécessaire en fait chez les autres athlètes. Donc forcer par exemple à vraiment lock les genoux beaucoup plus tôt. Ouais. Chez les athlètes. Ouais, mais moi, tu vois, genre, je vois ce que tu veux dire, hein. Mais j'ai déjà essayé et justement, ça peut justement amener à ce truc de il lock les genoux et du coup, il se retrouve encore plus en avant, tu vois, encore plus enroulé vers l'avant. Et là, c'est full extension de colonne et c'est encore plus compliqué. Ouais, mais justement, de toute façon, on voit rapidement si c'est quelque chose d'exploitable ou pas. Et généralement, en fait, il faut juste de la pratique aussi pour trouver le moment exact en fait sur lequel verrouiller les genoux, pour qu'il n'ait pas les désavantages de verrouiller les genoux trop tôt et de se retrouver vachement en avant, et à la fois pas les désavantages de verrouiller les genoux trop tard et de se retrouver avec les cuisses qui font sable mouvant, quoi, tu vois. C'est de la pratique, encore une fois, je pense, et au pire, même si c'est pas exploitable, tu reviens sur un pattern un peu différent. Ce qui peut être pas mal chez les athlètes assez importants, assez lourds aussi, donc, on parle beaucoup des gros, mais avoir plus squatter son squat, plus squatter son ouais, avoir un tradi un peu plus écarté, un tradi plus strongman, pour laisser le ventre passer déjà. Après, tu te retrouves vite en snatch grip, tu vois, si tu fais ça d'une manière un peu mais en fait, tu compenses.
en fait, tu te retrouves à faire un semi-sumo assez serré et en fait, tu te retrouves à avoir plus ou moins à répartir les contraintes en fait comme un tradi parce que tu fais un tradi très écarté, mais à la fois, tu as les mains qui sont écartées, donc tu te retrouves avec la même hauteur, avec la même amplitude de barre, entre guillemets, mais à la fois un pattern un peu différent aussi au niveau du terre. Je sais pas si ça fait sens. Mais mine de rien, en plus, je trouve que finalement. Les cuisses ont tendance à moins frotter. De te retrouver un peu en snatch grip pour quelqu'un qui est dans une grosse KT et qui a tendance justement à avoir le problème de Dorian, par exemple, d'être trop rond. Au final, d'être en snatch grip, généralement, tu vas avoir quand même beaucoup plus de difficultés à arrondir le dos. Au final, tu vas avoir beaucoup plus de c'est compliqué. Ouais, en fait, les gens disent production de force altérée, tu vois. Oui, mais dans tous les cas, en fait, il va. Comme je te dis, en fait, cette production de force altérée, elle va être compensée par le fait que tu as les pieds plus écartés aussi. Donc en fait, tu vas lock. Si on regarde purement en fait en termes de haute de course de barre, en fait, tu vas arriver exactement au même endroit sur ta cuisse parce que tu vas certes avoir les mains plus écartées, mais à la fois tu vas avoir les cuisses plus écartées en fait. Donc ça va revenir. Et l'engagement musculaire est différent. En fait, plus tu vas écarter les mains, au moins tu vas être grand dorsal, au plus tu vas être trapèze médian, tu vois. Donc c'est un engagement musculaire qui est différent. Donc là où je parlais de désefficience. Mais après, encore une fois, c'est attesté, tu vois. Moi, je sais que à un moment, il y a quelques années, je faisais du terre un peu plus strongman. À la Eddie Hall. Pourquoi j'ai mon téléphone qui s'allume ? Alors, on s'excuse, hein, Nathan a des TDAH. J'ai des réels Instagram qui se sont lancés. Le téléphone est éteint. C'est super. Non, voilà. Donc, voilà. Donc, moi, j'avais testé et ça avait bien fonctionné. J'avais beaucoup de proximité avec mon max. Mais en fait, au final, on a remarqué que potentiellement, c'était pas le plus. Mais bon, ça, c'était un petit moment déjà. Vous avez d'autres trucs à rajouter sur l'impact du poids de corps sur là, on parle beaucoup des gros, mais on parle pas beaucoup de justement être maigre et ses avantages et peut-être des avantages sur un terre, par exemple. Avantage, ça, t'as le meilleur levier en vrai. Voilà, c'est ça. T'as le meilleur levier, plus de facilité. Tu as la hanche plus haute, t'as la barre qui frotte moins. En fait, comme je t'ai dit, je trouve pas qu'il y ait tant d'avantages à être maigre. C'est surtout que t'as beaucoup de désavantages à être gros, en fait, tu vois. Genre, il y a beaucoup de chances pour que, en fait, le fait de prendre 20 kilos, ça te désavantage pas sur ton terre, mais à la fois, ça t'avantage pas non plus, tu vois. Ouais. De toute façon, on regarde les deadlifts sumo les plus impressionnants, c'est des gars, ils font 50 kilos, tu vois. Donc, si tu prends, je pense que, tu vois, si tu arrives à garder un terre à la même charge, tout en prenant du poids de corps, je dirais limite que c'est un PR, en fait, parce que malgré le fait que tu sois quand même limité par le fait que tu aies plus de gras au niveau des cuisses, par exemple, tu sois plus musclé au niveau des cuisses, hein, tout simplement. En fait, tu augmentes les contraintes, mais à la fois, tu arrives à garder la même charge. Donc, imaginons tu terres 300 kg en 74, tu montes en 93, tu continues à terre 300 kg. Pour moi, c'est un PR, tu vois. Genre, je veux dire. Enfin, quand je dis un PR, je veux dire, il y a une progression parce que t'aurais peut-être pas. Comment dire ? Je sais pas comment expliquer, mais tu as réussi à conserver un terre aussi bon, mais à la fois, en fait, le fait d'avoir pris du poids sur l'ensemble, en fait, mouvements, par contre, ça va t'avantager sur tes autres mouvements, en fait. Moi, mon terre prime en sumo, il était quand j'étais à 76 kg. Aujourd'hui, c'est bientôt de nouveau le prime, tu vois, mais j'ai pris à peu près 6 kg, un truc comme ça n'a rien changé à ma vie, tu vois. Par contre, j'ai pas perdu en mobilité. Enfin, mais parce que toi, t'es pas dans l'extrême, tu vois. Oui, non, mais ce que je veux dire par là, c'est que les gens qui nous écoutent, ils vont pas jamais faire un plus 30 sur leur PDC, tu vois. Ah oui. En fait, faut pas sauf se dire. S'ils viennent de commencer et qu'ils sont déjà en PDC-15, tu vois. Il faudra pas se dire, ça fait. Si je prends 6 kilos, je vais avoir un terre de merde, etc. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ouais. Et au contraire, peut-être que le fait d'avoir un terre, d'être plus lourd, tu vas mieux remplir ta ceinture. Donc au terre, tu vas mieux placer ton ventre. Il y a aussi des choses comme ça. Moi, je pense qu'il y a une gestion. À mon sens, en fait, la question ne se pose même pas. En fait, si tu fais PDC-15, ne te pose même pas la question de est-ce que mon terre va prendre tarif ou pas. En fait, monte. Tu vas prendre 60 kg de total instant sur ton bench et sur ton squat. Que tu prennes que 2,5 kg sur ton terre, je veux dire. Mais même honnêtement, je pense que pour être désavantagé au terre avant de faire. J'exagère la chose. Hein, avant de faire PDC plus 10, il faut y aller, tu vois. Ou alors, tu as vraiment tout pris dans les jambes à moi, tu vois. Mais normalement.
J'ai peut-être un petit désavantage au terre en tradi, peut-être pour les gens. Moi, j'ai pris du poids, j'ai tout pris dans les fesses, hein, mais sans mauvais jeu de mots. Ouais. Du coup, je disais avant que Nathan me coupe la parole. Excusez-moi, on a un invité beaucoup trop sérieux ici. Je disais, ouais, peut-être pour ceux qui ont des cuisses très très fines en tradi, il va avoir cet effet de les genoux qui rentrent un petit peu, vu qu'il n'y a pas de masse, les adducteurs sont pas collés entre eux. Donc, moi, j'ai déjà vu ça, le mec skinny qui tire en tradi, il a les genoux qui rentrent et du coup, il perd un petit peu de puissance, de production de force au sol, etc. Juste parce qu'il est pas assez rempli, en fait. Pareil pour l'activation du grand dorsal, au plus tu peux être rempli, au plus tu vas pouvoir coller ton aisselle, activer ton grand dorsal d'une manière. Moi, depuis que je suis gros, encore une fois, je sens beaucoup plus mon dos sur mes tirages, par exemple. Depuis que je suis gros, le mec pèse 80 kilos, quoi. Alors, il est en PDC plus 16, quoi. Ouais. Non, mais après, le truc, c'est que c'est parce que tu as plus de grand dorsal aussi, tu vois. C'est clair que plus tu as de masse sur un muscle, plus au niveau de la sensation, je me sens beaucoup plus proche de mon corps, tu vois. Enfin, il y a vraiment ce truc aussi tu peux beaucoup plus. Moi, ce que je dis souvent au bench, par exemple, à mes athlètes, c'est essayer de descendre en bloc et de remonter en bloc. Bah, cette sensation-là, tu peux pas la connaître pour moi si tu es trop maigre. Ouais. Parce que tu sais pas ce que c'est être en bloc, en fait. Ah, un truc qui est aussi quand tu es trop maigre, qui est chiant, c'est que quand tu vas venir te baisser pour attraper ta barre sur du deadlift, la ceinture va bouger énormément, en fait. Et ce sera beaucoup plus pertinent, justement, de brace en haut que de brace en bas, justement. Tu vois. Voilà. Ok. Petit tips. Donc, ce qui peut être intéressant quand tu as du mal à maintenir ton bracing entre le début et la fin de ta série, c'est en fait de garder le ventre gonflé sur l'entièreté de la série. Enfin, garder on va dire l'expansion au niveau de l'abdomen que tu as, mais de venir reprendre ton bracing tout en gardant la même expansion abdominale, en fait. Après, est-ce qu'au final, brace au terre, c'est pas un peu. Est-ce que c'est pas un peu j'ai déjà entendu ça, c'est surcoté un petit peu. C'est pas que c'est surcoté, en fait, c'est juste que c'est un bracing qui va être différent. C'est un bracing où on va chercher à plus cruncher la ceinture plutôt que gonfler directement le ventre, etc. Mais bien évidemment que bracer au terre, c'est super important parce que tu défixes direct sinon. Genre, tes hanches, elles vont remonter, tu vas t'arrondir niveau rachis et ensuite tu vas te retrouver trop en avant. Donc, est-ce que tu terres autant que Nick Menders pour dire le rachis, c'est comme les ischios, c'est ça? Votre pote c'est ça tous les jours, les gars, c'est compliqué. Votre pote est fatigant. Il y a ça, et il y a aussi le fait que plus tu as aussi de masse, plus il va y avoir de différence de serrage de ceinture aussi entre ton squat et ton terre aussi. Vous en pensez quoi des gens qui serrent de ouf leur ceinture? C'est des connards. Même si c'est des professionnels et qui retrouvent. J'en ai qui se sont déjà brisés les côtes sur une ceinture SBD, donc. Ouais, parce que moi j'ai déjà entendu des professionnels, je ne donnerai pas de nom parce que il n'y a aucun intérêt, mais qui expliquaient justement que ils serrent volontairement la ceinture pour justement avoir cette sensation de je plaque mon dos contre la ceinture. Non, mais ça c'est. Je veux dire, oui, t'as. Corentin qui fait ça, non? Oui, c'est eux. Non, mais on s'en bat les couilles, c'est pas une critique, mais il me semble que c'est justement lui qui serre énormément sa ceinture, il me semble. Oui, mais en fait, le problème, c'est que je trouve que tu as beaucoup plus de désavantages à être plus serré en termes de capacité à te gainer, en fait, que juste de le serrer, juste pour avoir cette sensation, entre guillemets, de je suis plus. Ça dépend, je pense, si tu sais l'utiliser. En fait, il faut juste pas brisser comme un porc et serrer de ouf sa ceinture, parce qu'en bas, tu perds. Je pense que la différence, c'est que. Sur un terre, tu braces moins déjà. La différence, c'est que, tu vois, si on reprend cet exemple de Corentin, c'est que, bon, le gars a tellement de bouteilles qu'il sait faire un bracing, tu vois. Et je pense que, en fait, chez un débutant, de faire ça, en termes de pédagogie, d'apprendre justement à faire une expansion de son abdomen, bah, ça va vachement le limiter parce que justement, il va être complètement bloqué, il va pas pouvoir le faire, tu vois. Il y a ça, et il y a aussi juste en fait que Corentin Clément, il a une masse musculaire de zinzin, et en fait, toi, tu fais ça, en fait, ça m'étonnerait que tu aies suffisamment de masse musculaire pour éviter que tes côtes se fêlent, en fait. Ouais. C'est réel, hein, moi, j'ai vraiment eu des gens qui ont fail un squat avec la ceinture trop serrée, ou alors qui sont descendus trop, et qui se sont retrouvés, en fait, à se retrouver dans une position beaucoup trop crunch, et ils se sont fêlés les côtes sur la ceinture. Ouais, genre moi, quand j'ai débuté la force, quoi, mais ouais, ok. Classique. Et là, après, t'es pas dans la merde. Ouais, moi, je voulais parler, ça se remet vite. Hein, mais... Je voulais parler du bench.
bench, le bench. Au niveau scapulaire. Le fait d'être trop maigre, pour moi, c'est un peu comme si tu benchais sur une planche de bois à l'année, quoi. Ouais, c'est la patinoire après. Ouais, non, mais même, t'as ce truc de. En fait, c'est les omoplates qui sont en contact avec le bench, c'est pas ta masse musculaire. Du coup, c'est très désagréable, t'as du mal à placer tes épaules, t'as l'impression, t'as l'impression d'être au sol directement, tu vois. Tandis que sur tes trapèzes, mais t'as pas de trapèze, donc. Ouais, c'est ça. Plus tu grossis, plus tu vas remplir ta zone scapulaire. Et plus ça va être simple de te placer, plus tu vas être en bloc encore une fois. Donc, moi, je voyais ces avantages-là. Ouais, quand t'es plus rempli, je trouve que tu sens vraiment ce truc de ta peau qui bloque contre le banc et toi qui recule par-dessus. Tu vois, genre. C'est ça, exactement. Pareil pour le squat. Quand tu fusionnes avec la barre lors du rack, tu vois, tu ancres ta peau, ton gras du dos, là, tu l'ancres dans la barre. Un mec qui n'a pas de gras du dos, il va forcément avoir beaucoup plus d'instabilité du coup. Il va râper ses cervicales, c'est tout. Ouais, c'est ça. Il va râper ses vertèbres. Ouais, bon, du coup, mais après, au bench, pour le coup, je trouve que, là, pour le coup, c'est purement mécanique. C'est normalement, si tu prends du poids de corps correctement, tu as plus de muscles. Et pour le coup, le bench, c'est vraiment, je trouve, quasiment le mouvement le plus impacté par le fait d'avoir plus de muscles. Plus de muscles ou plus de poids? Plus de muscles. Mais en fait, c'est relié pour moi. Quand moi, je dis plus de poids, c'est le mec, en fait, genre. En gros, aujourd'hui. Mais forcément, tu vas prendre de la masse grasse. Tu rajoutes juste un gros bide à quelqu'un. Ouais, pour moi, ça sert à rien. Ça sert à rien. Oui, mais il n'y a que le squat qui va être impacté quelque part positivement du fait qu'il va être un peu plus solide dans sa ceinture. Quoi. Oui, mais normalement, si tu fais les choses correctement, quand tu prends 10-15 kilos, tu prends un peu de pec, un peu de bras, tu vois, un peu d'épaule. Je dis ça pour le spectacle. Un mec spectaculaire, toi. Pour le coup, au bench, je veux dire, je pense qu'il n'y a pas énormément d'inconvénients à être plus lourd là. Vraiment. Bon, je pense qu'on a fait un petit peu le tour déjà sur la question des leviers. Techniquement, le poids de corps. Voilà. Là, j'aimerais bien qu'on discute un peu de l'aspect physiologique pur, de qu'est-ce que ça apporte, quels sont les inconvénients, les avantages d'être plus ou moins gros. Juste tu prends la fréquence cardiaque et tu prends les. Comment on appelle ça? On prend tes variables. T'es constante. Ouais, t'es constante. Tu prends les constantes de quelqu'un qui est en surpoids, tu vois directement l'impact, tu vois, genre c'est. Ouais. Forcément, tu vois, genre les risques d'accidents cardiovasculaires, etc. Pour le coup, là, tu vois, on prenait l'exemple des super heavyweight. Pour le coup, là, c'est. En fait, il y en a, c'est vraiment des cas de sportifs obèses, en fait, hein, pour le coup. Et en plus, tu prends le combo sport de force, donc sport ultra agressif pour le système cardiaque, le bracing, etc. Ça le va, c'est pas n'importe quoi. Plus le surpoids, plus du coup, comment on arrive à ce surpoids? Il y a aussi de la junk food, tu vois. Genre, la plupart s'en cachent pas, ils bouffent de la merde parce qu'ils doivent remplir les cales, tu vois. Et en fait, tu fais ce combo-là et en fait, tu arrives à un truc, franchement, c'est un style de vie morbide, je sais pas si on peut le dire comme ça, mais. Non, je suis assez d'accord. Il y a le côté sombre, de la prise. Pour moi, physiologiquement, de toute façon, c'est pas pour moi, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais je veux dire, t'as un range en fait de masse grasse. T'as un intervalle dans lequel t'es en santé. T'as un intervalle de masse grasse sur lequel t'es en bonne santé, où genre t'as ce qu'il faut pour fonctionner hormonalement, mais t'es pas dans l'excès au point que ça commence à avoir des désavantages, tu vois. Mais pas que masse grasse, même être. Non, mais même avoir de la. Oui. Tu vois, c'est plutôt une charge en fait. Être trop musclé, tu vois. Être trop musclé, il y a aussi. Ouais, mais là on parle pas forcément. On parle pas bodybuilding non plus, mais. Tu regardes, on prend l'exemple très connu de Chris Bumstead. Le mec est tellement balèze, je suis certain que quand ses chevilles prennent tarif à la journée, tu vois. Ouais, et pas que, tu vois, genre tout son corps, tout son organisme. Ses hanches, ses genoux. Je veux dire, surtout les membres inférieurs, parce que c'est dessus que repose la plupart du poids de corps. Et même moi, je le sens, tu vois. Moi, je pèse 130 kilos. J'ai beau ne pas être si gros que ça. Hein, 130 kilos, ça paraît énorme. Je le subis, tu vois, tous les jours. Après, structurellement, je trouve qu'à la fois, au quotidien, ça va être un peu plus emmerdant. À la fois, par contre, dans le sport, ça te permet quand même d'en encaisser beaucoup plus. Quand tes articulations, elles sont beaucoup plus soutenues. Ça dépend quel format. Plus t'es gros, plus les formats au-dessus de 4 reps deviennent compliqués. Tu parles structurellement ou tu parles en termes de cardio, en termes de. Je pensais que tu parlais en mode tu vas pouvoir en encaisser plus. En gros, tu vas pouvoir en faire plus à l'entraînement. Non, dans le sens vraiment purement musculo-squelettique. D'accord. Genre,
t'as beaucoup moins l'articulation soutient beaucoup moins de contraintes parce que c'est le tissu autour qui la soutient, tu vois. C'est plus dans ce sens-là. Après, il y a l'autre côté. C'est au plus, entre guillemets, tu vas être lourd, au plus tes organes, entre guillemets, intramusculaires, enfin, appelle ça intra-articulaires vont être abîmés, tu vois, genre ton ménisque, des trucs comme ça, tu vois, genre c'est tes disques intervertébraux, tu t'es lourd. Tu penses que sur un mouvement de FA purement, il y a des désavantages à être structurellement à être plus lourd? Moi, je pense que. Ce que je dis, c'est que structurellement, en fait, à être trop lourd au quotidien, tu amènes de la dégénérescence, forcément. Je suis d'accord. Moi, je te parle purement dans ta pratique. Ok. Non, mais parce que moi, je dirais que, encore une fois, c'est un spectre, mais en fait, quand tu dépasses la limite haute de ce spectre, encore une fois, elle n'est pas si haute que ça, contrairement à ce qu'on pense. En fait, ta capacité de travail, au lieu d'augmenter, elle diminue. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ta surcharge pondérale, en fait, elle vient impacter aussi la charge sur un squat que tu rajoutes sur la barre. Je veux dire, ton poids de corps, tu le descends avec la barre aussi. Donc, ça vient augmenter le stress que tu rajoutes. Non, pour moi, ça compense. Mais alors jusqu'à un certain point, en fait, tous les jours, quand tu dois marcher avec 100 kilos, si tu pèses 1m70, si tu mesures 1m70, tu vas rajouter du stress sur l'entièreté de tes membres inférieurs. Pour moi, c'est là que rentre en compte le niveau de body fat aussi. Parce qu'en fait, quand tu as un niveau de body fat élevé, tu as juste plus de poids. Tu as plus de poids, mais tu n'as pas plus de capacité. Mais quand tu as un body fat, quand tu es plus lourd, mais que tu as un body fat qui reste correct, certes, tu es plus lourd, mais par contre, tu as aussi des tissus, juste, tu es plus musclé aussi pour faire l'action. Des généralités, je veux dire, des mecs qui pèsent 100 barres et qui sont uniquement musclés, il n'y en a pas des masses. Non, mais on est d'accord. C'est une majorité de gros lards. Encore une fois, on parle pas du mec qui est PDC plus 20, on parle du mec qui est PDC plus 40, tu vois. Genre... C'est ça. Encore une fois. Donc, moi, je vois la limite plus au niveau cardiovasculaire de je fais mon x6, je suis en âge, j'ai besoin de 10 minutes pour refaire un autre x6, tu vois. Donc, moi, personnellement, les gens qui sont assez. Ouais, mais j'ai tendance à justement les entraîner d'un côté parce que forcément, ça, c'est quelque chose qui s'entraîne, mais je vais pas axer ma programmation autour uniquement de formats assez haut en rep range. Moi, sur des athlètes qui sont vachement limités au niveau cardiaque, je leur mets du cardio. En fait, généralement, le poids de corps, ça impacte, mais je veux dire, tu peux contrecarrer un peu ça aussi, juste en ayant une capacité cardiaque plus importante aussi. Pour moi, là où les gens se trompent, c'est pas tant à quel point ta fréquence cardiaque va monter pendant ton effort, parce qu'au final, quand tu fais des séries de 5, 6 à 200, 250 kilos, tu as nécessairement ta fréquence cardiaque qui va monter. Pour moi, ce qu'il faut regarder, c'est plutôt à quel point tu vas mettre du temps à redescendre à une fréquence cardiaque correcte, tu vois. Parce qu'en fait, que tu sois à 190 BPM après un x7 à 200 kg squat, 30 secondes après, t'es bien. Oui, mais après, tu es toujours à 170 BPM. Là, il faut se poser la question, tu vois. L'impact physiologique, peut-être que le mec va récupérer plus ou moins vite, mais l'impact physiologique d'une série aussi stressante, parce que, encore une fois, jouer faire un x7 à plus de 220, 230, 250 kilos, peut-être que le mec, il a la capacité aujourd'hui de les encaisser, mais structurellement, il y a des choses qui vont se passer, tu vois, et pas forcément positives. Je pense pas que notre corps est fait pour justement jouer avec une barre à 250 sur le dos en série 7. Mais honnêtement, je pense il y a quasi personne, il y a pas énormément pas énormément de gens en France qui font des x7 avec 220, 240, 250 kilos. Et quand tu regardes la majorité qui le font, c'est pas majoritairement des athlètes très haut en KT. Je veux dire, oui, là, on parle purement de théorie, mais je veux dire, tu regardes, généralement, c'est des 93, des 105, des 83. Mais c'est pareil, qu'ils soient haut en KT ou bas en KT, là, on revient à un autre sujet, mais c'est la charge sur le dos, ça sera jamais une bonne chose à partir d'un certain moment. Ça, c'est sûr. Mais après, encore une fois, c'est pas du sport santé, tu vois. Oui, bien sûr. Non, mais qu'on remette ça. C'est trouver le juste milieu entre, encore une fois, le stress qu'il faut pour progresser. Si tu veux faire du sport santé, arrête-toi un squat à 200 kg, arrête-toi un bench à 140 et un terre à 250, quoi. Et si tu montes au-dessus, tu sors un peu. Du sport santé, là. Et encore. Et encore. Mais ouais. Non, mais je veux dire, mais quand tu montes au-dessus de ça, encore une fois, c'est des valeurs sorties du trou du cul de. Oui, c'est à mettre en rapport avec ta structure. Voilà, mais c'est à mettre en rapport avec ta structure. Mais que des gens, ils sont bloqués avec son donc. Enfin bref. Mais moi, ce que je voulais souligner, c'est surtout cet aspect de, encore une fois, on fait un sport qui est assez, on va dire, dangereux cardiovasculairement parlant. Et en fait, il y a plein de facteurs qui sont risqués à ce niveau-là. Et pour moi,
je pense que c'est un des sujets les plus importants. C'est ok, je prends du poids, etc. Parce qu'on peut être tenté de se dire bon bah vas-y, en vrai physiquement je m'en fous de pas avoir les abdos, etc. Donc je monte en KT. Il faut aussi avoir en tête qu'on prend aussi des risques pour notre santé personnelle. Enfin, c'est pas parce que en fait il y a des gens ils ont un raisonnement qui est biaisé parce qu'ils se disent je fais du sport donc je suis forcément en bonne santé. Non, en fait, tu peux mourir à la salle de sport. Tu peux mourir après une séance. Enfin, je sais pas. Moi, personnellement, des fois, je tape des gigas de tachycardie tellement je monte haut, par exemple, sur une assiste RR0, etc. Et je me dis, en fait, là, il suffit juste que j'ai un système cardiovasculaire à chier, que j'ai peut-être, je sais pas, un anévrisme ou je sais pas quoi, et c'est fini, tu vois. Ouais, mais le problème, c'est du coup, c'est pas le sport en soi, c'est comment tu le pratiques, tu vois. Et justement, bah, c'est le sport, parce qu'aucun fait du RR6 par prévention. Aucun Non, s'arrête mais à 60% de son ARM. Tu Mais vois, c'est surtout, le sport, en fait. aucun ne fait de cardio, tu vois. C'est surtout ça Aucun le ne problème. compense en fait les lacunes du sport qu'il fait, tu vois. Non, mais C'est cardio, comme si tu fais enfin, t'as beau faire du cardio, si tu manges de la merde, que ton vaisseau, enfin, tes vaisseaux sanguins, etc., sont un peu embourbés, enfin, qu'il y a des choses qui se passent, et puis, voilà, que tu mets encore une Ah, fois mais je suis d'accord, mais à ce moment-là, Mais- c'est pas de la pratique sportive, c'est ton. Parce que tu ferais un autre sport, ce serait la même chose. je Tu comprends fais pas ton du raison. billard, tu manges comme un gros porc, t'as pas de contraintes cardiovasculaires, Ouais, mais mais là, en l'occurrence, ça fait partie niveau du sport, parce qu'ils optimisent leur KT en mangeant de façon conséquente pour leur sport, justement. pour moi, Je te parle ouais. pas, je te parle pas d'un pongiste qui fait 120 kilos parce qu'il aime trop McDo, tu vois. Ouais, mais pour moi, c'est juste des gens qui s'y prennent, qui veulent prendre un raccourci, tu vois. Encore Et une fois, effectivement, c'est encore une pas- fois, tu fais du sport ou c'est un loisir. Je veux dire, est-ce que, on va dire, tu peux, en soi, les gens ne peuvent pas se plaindre d'être dans cet état-là si après ils ne mettent pas en place les choses. Je veux dire, tu limiteras toujours tu vas toujours limiter les risques si tu fais, t'as un entraînement RR0 avec beaucoup d'intensité, etc., mais que derrière, tu es capable de courir un marathon et que tu as une alimentation carrée. Tu limites les risques de zinzin en fait, et c'est surtout ça qui est important de savoir en fait, c'est que tu peux limiter les risques d'être en surpoids ou hein. Combien le font? Ouais, C'est mais ça c'est que je ça te le dis. problème. C'est ça que je te dis, c'est que c'est leur dose, tu vois. C'est si Ouais, tu peux mais pas est-ce te qu'ils en ont plaindre. Après, conscience? je suis d'accord avec Maximilien sur le fait que il n'y a pas énormément de gens dans le sport qui ont conscience que c'est pas un sport qui soit particulièrement bon aussi au niveau cardiovasculaire. Tu vois. Moi, il y en a, ils me disent, des fois, j'ai des athlètes qui me disent, ouais, putain, la séance a été dure, ça m'a complètement flingué, genre, j'arrivais pas à me dormir tellement j'étais à 100%, etc. Et des fois, j'ai envie de leur dire, mais chef, c'est quoi ton objectif quand on a commencé le suivi? C'était avoir 250 au squat, je sais pas quoi. Là, aujourd'hui, est-ce que tu es au courant que tu ne fais pas un sport qui va être bon pour toi? Alors, ça va être bon dans le sens où ça t'amène de la structure dans ta vie, ça t'amène des bonnes choses, et puis tu bouges. Mais il y a un certain seuil qui est néfaste pour toi. Et en fait, les gens n'en ont pas conscience parce que dans leur tête, sport est égal santé. Sauf qu'aujourd'hui, ils ont des objectifs qui ne sont plus en corrélation avec cette vision-là. Oui, après la FA, c'est encore une fois, entre guillemets, c'est pas un sport santé, certes dans la performance absolue, mais aussi dans l'aspect que de la vision que les gens en ont, 99% des gens en tout cas, bah en fait, ils pensent que c'est juste soulever des poids à la salle, tu rentres chez toi, c'est terminé, tu vois. Mais bien sûr. Et c'est ça le Et problème. Est-ce que ils tu sont crois surpris que quand ils sont blessés, ils sont surpris quand ils ont des douleurs, ils sont surpris quand ah, ils ont une... putain, je vise les championnats du monde, mais je suis pas capable d'aller faire un petit peu de cardio, un petit peu de mobilité, manger correctement à la maison, boire correctement, avoir un rythme de vie et un sommeil calé. Mais je m'attends à être champion du monde. Est-ce que tu penses que Usain Bolt il a couru le 100 mètres en 9 secondes, je sais pas combien, en se branlant les couilles? Je ne pense pas. Mm. Non, mais je suis d'accord avec toi. Amen. Voilà. Allez, fini ce podcast. Oh, ton podcast. Non, je sais pas, encore une fois, tu as des objectifs, bah, mets les choses en place en fonction de quels sont tes objectifs. Tu peux pas vouloir prétendre à quelque chose si à côté tu ne mets pas en place ce qu'il faut pour atteindre tes objectifs. Donc après, ne te plains pas, tu vois. Je veux dire, tu n'as pas un sommeil suffisant, tu sais pas combien de calories tu manges. Justement, en parlant du sommeil, apnée du sommeil, Ouais, ronflement, ouais. difficulté à respirer quand on dort sur le dos, enfin, quand on est en surpoids, il y a plein de choses qui se passent à ce niveau-là aussi, donc ça impacte. Merde. Encore une fois, non, mais encore Mec, une fois. je ronfle depuis que je suis monté Ouais. de KT, juste Ouais. ça. Je ronfle comme un porc, moi. Bah, tu vois. N'en déplaise à Colline. Là, je suis sûr, la plupart des gens font de l'apnée du sommeil, ils sont même pas au courant, tu vois. Non, non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Et là, pour le coup, ça commence. Tu vois, là, avant, on parlait de PDC plus 40, etc.
Là, pour le coup, ça commence beaucoup plus tôt. EDC plus 10, c'est fini pour toi. Ouais. Je veux dire, moi, je sens que, comme j'ai dit, hein, je suis pas forcément en obésité morbide, mais je sens vraiment que le poids, je le suis au quotidien, tu vois. Ouais. Ouais, bien sûr. Après, faut remettre le morphotype, entre guillemets, de l'humain lambda comme Dieu l'a créé. Hein. De base, c'est un mec ni trop sec, ni trop gras, parce qu'il faut un petit peu de gras. La sécheresse, c'est généralement pas un signe de bonne santé. Le mec n'est pas trop musclé, il a une masse musculaire qui lui permet de se déplacer. Il a un sacré système cardiovasculaire. Et voilà. Genre, globalement, c'est ça. Nous, on a une surcharge pondérale, on a un système cardiovasculaire à chier. Genre, en fait, on va carrément à l'encontre de ce que voudrait la nature. Donc, en fait, forcément, ça a un impact. Qui a aussi des avantages, forcément. Avoir de la masse musculaire, soulever des charges, ça renforce les os, etc. Enfin, il y a plein de mécanismes qui se mettent en place. Mais si on part d'un point de vue santé globale, c'est un peu catastrophique. Est-ce que toi, tu fais faire du cardio, du coup, à tes athlètes? Je les encourage, mais forcément, je suis pas leur d'arme. Moi, en fait, ça dépend, mais en fait, quand je vois que l'athlète est juste limité en fait, par ça, j'aurais tendance à le mettre en fait dans la prog directement. Je ne lui demande pas. À partir du moment où tu lui mets du pal-off press et qu'il ne l'a jamais fait en 1 an, quand tu vas lui mettre du cardio zone 2 à la fin de l'entraînement, c'est pas ça qu'il va faire, tu vois. Parce que encore une fois, oui. C'est son dos. Moi, je lui mets, je fais mon boulot. S'il ne veut pas le faire, mais c'est ça. S'il me dit je ne progresse pas, je lui dis est-ce que tu as fait ton cardio? Ah ouais, t'as la carte magique du cardio. Exactement. Coach, j'ai pas pris 1 kilo sur mon bench depuis 2 ans. Mais c'est parce que t'as pas fait ton cardio. C'est quelle question, franchement. Ouais, c'est compliqué. En vrai, c'est un peu c'est délicat le cardio parce que en vrai, ça prend du temps pour le coup. Arrête, tu fais 20 minutes de cardio par jour. Les gars, hot take. J'ai une hot take. Vas-y. Les gens là, est-ce qu'il y a un certain seuil au niveau des KT où la prise de stéroïdes anabolisants est beaucoup plus fréquente et impacte justement cette surcharge pondérale? 93. À partir des 93? Je dirais. Ouais. Même 83 en vrai. Ok, non, c'était juste une question. On parle beaucoup du poids de corps, parce qu'on s'entraîne dur, parce qu'on mange McDo tous les week-ends, etc. Mais on oublie aussi de parler aussi du poids de corps qui n'est pas forcément très naturel. Et pour moi, ça, c'est un des poids de corps je dirais, qui est encore plus dangereux. Est-ce qu'on peut avoir ton retour d'expérience là-dessus, Max, du coup, ou pas? Alors, ma dernière cure. Parce que ce que je veux dire par là, c'est que généralement, quand ça s'est pas fait de façon naturelle, il y a aussi eu un manque d'adaptation au niveau du corps. Le muscle qui grossit. Structurellement, ça, c'est sûr que. Le muscle qui grossit d'un coup, le tendon qui suit pas, par exemple. Et par exemple, prise de GH, le cœur qui s'hypertrophie, peut-être un peu trop absurde. Et qui encourage du coup les risques cardiaques. Parce qu'il y a beaucoup de morts subites, surtout dans le monde du bodybuilding, et les gens pensent que c'est directement lié à leur poids de corps, etc. Oui, mais ils oublient la plus grosse, le facteur le plus aggravant qui est la prise de stéroïdes anabolisants. Et un truc à notifier aussi, c'est qu'on n'en parle pas énormément sur les réseaux sociaux des influenceurs ou des bodybuilders sous stéroïdes. Mais en fait, la majorité des gens qui prennent des stéroïdes. Là, je dis non. Non, mais je parle même pas d'influenceurs en général. C'est que, en fait, les gens, ils oublient que tu vas dans ta salle, tu vas Basic Fit, il y a beaucoup de chances pour qu'au moins 40% des gens qui sont dans ta salle aient déjà touché aux stéroïdes, tu vois. J'exagère peut-être, mais. Alors, de nos jours, frère, où c'est une ayant travaillé dans une salle, je veux dire. En fait, les gens, ils viennent te le dire eux-mêmes, tu vois, genre. J'ai pris ça dans mon quand j'étais plus jeune, quand ils ont 50 ans, tu sais, j'ai déjà pris des stéroïdes pendant tant de temps, j'ai ça. Là, je suis en prépa pour une compétition. Là, j'ai ça. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, tu t'en rends compte et en fait, les mecs ont des physiques à chier en plus la plupart du temps, tu vois. Et dans mon ancienne salle, il était tout chargé. Les mecs ne ressemblent à rien, et tu vois, et c'est pour ça qu'il faut pas sous-estimer ça, et que c'est pas parce que tu vois personne crever de ça sur les réseaux sociaux que personne n'en meurt, tu vois. C'est pas un mythe, hein. Ouais, pour le coup, sur les réseaux, t'en vois quand même beaucoup mourir. Hein. Oui, mais je veux dire, dans le monde de la force, t'en as quand même 4-5 chaque année qui crèvent à cause de ça. Hein. Oui, mais 4-5, c'est quoi? C'est quel pourcentage par rapport au nombre? Non, mais je suis d'accord, mais je veux dire, des grosses têtes qui en meurent, il y en a chaque année. Du coup, c'est énorme. S'il y en a 4-5 qui crèvent par an, des grosses têtes.
Ça veut dire il y en a combien des gens, des no-name qui crèvent, tu vois. Et encore une fois, généralement, quand il y a un décès, je sais pas comment ça fonctionne, mais je pense qu'il y a une autopsie, etc., pour trouver la cause du décès. Les gens font pas direct. Enfin, le légiste, il va pas forcément faire le lien direct avec les stéroïdes. Peut-être qu'il va faire le lien avec, je sais pas, une hypertrophie cardiaque, un truc comme ça, mais il va pas directement. Du coup, combien de décès sont déclarés comme suite à la prise d'un stéroïde, d'une surconsommation de stéroïdes anabolisants, tu vois. Donc en vrai, je pense qu'il y a énormément de morts à cause de ça. Putain, on part sur un autre podcast, mais c'est juste parce que en ce moment, je vois de plus en plus cette banalisation des stéroïdes depuis genre 2 ans, un truc comme ça sur les réseaux, et c'est terrifiant. Hein. En vrai, moi, pour le coup, tu vois, je suis assez pro, chacun fait ce qu'il veut, tu vois. Genre, à un Je suis moment, assez pro stéroïdes. Non, je suis assez pro sélection naturelle, tu vois. Genre, en fait, à un moment. Un adulte, tu fais ce que tu veux de ton argent. Après, si. Ce qui est juste chiant, c'est qu'en France, ce qui est juste chiant, c'est qu'en France, tu payes pour ces gens-là, tu vois. Mais dans l'absolu, je veux dire, si moi, j'étais pas obligé de financer leur sécu pour leurs accidents cardiovasculaires à cause de leurs stéroïdes, ça me poserait pas de problème. Le nombre de choses qu'on aimerait ne pas financer. Non, mais enfin oui, mais enfin je veux dire. On de partir dans un débat politique, s'il vous plaît. Non, mais dans l'absolu, chacun fait ce qu'il. En vrai, pour le coup, c'est vraiment de la sélection naturelle. Je veux dire, tu as un système hormonal, normalement, t'es pas censé le booster. Je veux dire, s'il fonctionne bien, t'as pas besoin d'un truc additionnel, tu vois. Pour moi, c'est du bon sens. Pour conclure, Jet McDo, PDC plus 50, stéroïdes, force athlétique, c'est le meilleur combo pour faire un arrêt cardiaque en étant jeune. Voilà. Ouais, vraiment. Ouais. Faites du cardio. En fait, venez chez Kiritsu, je sais pas, soyez normal en fait. Est-ce que sinon il y avait d'autres trucs où vous voulez il y a aussi l'aspect purement visuel, je dirais, de faire de la force pour la performance, mais à un moment, en fait, si ton physique ne te plaît pas. Ouais. Qui veut être squelettique, qui veut être gros en fait? Personne, genre. Enfin, peut-être si. Je crois qu'il y a des régions en Papouasie où ils aiment bien les gros. Non, mais ça, c'est parce qu'on est matrixé aussi par la muscu, mais je veux te dire. Il y a des gens qui sont. Je veux dire, si tu fais du sport, ça m'étonnerait que tu aies commencé le sport en te disant bon, j'ai envie de rester gros, tu vois, genre. Ou j'ai envie de rester skinny. Déjà, c'est rare les gens qui commencent. Encore une fois, on n'a rien contre les gros, rien contre les skinny, mais je veux dire, je pense que la plupart des gens ont commencé la muscu justement pour sortir d'un état qui ne leur plaisait pas. Donc en fait, tu vois ce que je veux dire? Après, le nombre de chef va en compétition, regarde le physique moyen sur les podiums et voilà, tu comprends. Ils sont musclés en fait. Des gros, il y en a pas tant que. En vrai, ça c'est aussi un comment on appelle ça? Mec, en vrai, en dessous de 105, je veux dire, tout le monde est juste balèze en fait. Hein. Et même les 105 en fait, même les 105, les 120, généralement, c'est même pas des mecs gros, c'est juste des mecs qui sont très grands en fait. Tu vois, ouais, grave. Je veux dire, tu prends Maël, il fait 115 kilos, il est pas skinny, mais je veux dire, mais il fait pas 120. Pour moi, de toute manière, à partir du moment où il y a une caté où il y a un poids limite, tu vois, donc en fait, il y a une seule caté qui est pas qui rentre pas en compte, c'est que au moment quand tu as une limite de poids, tu vas tout faire pour optimiser cette limite, tu vois. Donc en fait, tu te retrouves, c'est pour ça que plus le temps passe, plus tu te retrouves avec des mecs, les gars, ils ont 7% de body fat, ils sont en PDC plus 20 et ils sont monstrueux en fait. Ouais. Ou sinon, il y en a, ils sont gaze, mais ils continuent d'optimiser leur KT alors qu'ils sont gaze. Enfin, je sais pas, genre, mange en fait. Ouais. Bah, en vrai, je me mets dans le lot, tu vois. Genre, j'étais là à me casser les couilles pour les 74. Il y a un moment, frère. Mais en fait, toi, t'étais l'exemple parfait. C'était que déjà, genre, en fait, juste ton corps ne voulait pas. Enfin, je veux dire, dès que tu mangeais un peu, tu prenais. T'étais 6 kilos au-dessus de ta frère, j'étais même pas à 2000 calories. J'avais du mal à. Mais grave, c'est l'enfer pour y rester. Bon, sportivement, en vrai, ça allait parce que tu performais quand même. Mais par contre, en termes de prévention de blessures, vraiment catastrophique. C'est ça. Le delta entraînement, compétition, dinguerie. Et blessure directe. Hein, en fait, tu fais ta qualif, mais ta qualif, elle t'anéantit. Tu peux pas participer quand t'es qualifié. Tu vois, c'est relou, tu vois. C'est ça. Donc, attention, là, je vais devoir cut 1 kg pour ma prochaine compétition en 83. C'est le mec qui va finir en 93 à la fin. C'est dans une semaine. Hein. Prépare-toi. Il a 83,5. Bah, ouais, je vais prendre un microlax comme en 74 et ça va passer tout seul. Hop.
Bon, je crois qu'on a fait le tour en vrai sur la plupart des sujets. Je sais pas si vous avez envie de rajouter quelque chose. Tu voulais parler du street lifting, il me semble. Ah oui, bah après, en termes de. C'est surtout en termes de catégorie, en fait. Qu'est-ce qu'il y a, Nathan? Non, vas-y. Surtout en termes de gestion de catégorie, en F1, on aura tendance à donner des standards du genre plus 10 par rapport à ton PDC. En street lifting, ça n'aura pas grand-chose à voir, étant donné que bah, ton PDC aura un impact direct en fait sur la performance. C'est-à-dire que forcément, entre faire un squat et avoir les pieds au sol, ou faire un bench et faire un dips dans lequel tu portes également ton PDC, bah, c'est pas la même chose. Et c'est pour ça qu'on voit les catégories intermédiaires qui sont beaucoup plus performantes aussi en street par rapport aux catégories extrêmes, donc ou plus bas ou plus hautes. Donc voilà, donc juste mieux gérer la chose et potentiellement avoir une compo physique un peu plus. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Là, pour le coup, le street, je trouve que c'est même pas tant le poids brut, le chiffre brut sur ta balance. C'est là ce qu'il faut regarder, c'est quelle est ta composition corporelle. Tu vois, là pour le coup, en street, tu vois que des mecs. Les mecs sont. Gigastic. C'est PDC-5 et PDC plus 5, pas plus, pas moins. Tu vois. Sport où il y a ton poids de corps qui rentre énormément dans l'équation, pour moi, c'est. C'est pour ça aussi qu'en street, c'est très rare de voir des gros squats aussi, tu vois. Bon, parce qu'ils font pas les jambes aussi. J'allais dire en vrai. Non, la plupart des streeteux que j'ai coachés, c'était des feignants sur le squat, tu vois, genre. Oui, parce que t'as pas coaché aussi des streeteux peut-être à haut niveau, tu vois. On parle du street lifter moyen, là, on parle pas. Après, oui. Oui. Oui, non, mais je veux dire, quand tu regardes, je veux dire, les squats ne sont pas petits, tu vois, mais je veux dire, ça dépasse pas les 250, tu vois. Même pour des grosses KT, tu vois. Ludo, je sais pas si vous voyez c'est qui, lui, je sais plus combien il squat, mais il est violent, ce mec. Oui, mais je veux dire, pour un mec de plus de 100 kilos, tu vas rarement trouver des squats à 300, tu vois ce que je veux dire? Oui, parce que c'est des uppers spécialistes, tu vois. Genre. Exactement, tu vois. Donc, Après, pour le coup, je pense que le squat en street, il y a ça qui rentre en compte. Il y a aussi le fait que juste souvent les gars se mettent au squat au moment où ils commencent vraiment à faire la compétition. Ils faisaient du street aussi, c'est que, à 100 kilos. De par les mouvements, de par la contrainte que tu as sur ton haut du corps, généralement tu peux pas. Tu verras pas un mec en street qui fait 3 low bars par semaine, tu vois. Genre le gars va juste exploser en vol, tu vois. Donc, en low bar, j'ai l'impression. En high bar, pardon. Oui, justement, il y a aussi une question de. Ils ont les épaules. Ils ont ce truc de la vraie force, tu vois. Genre. J'ai des vraies couilles, donc je fais du je crois, avec les genouillères. Genre, eux, les genouillères rigides, je crois, c'est un truc qui est giga mal vu. Enfin, je connais pas trop le monde du street lifting. Ouais, il y a ce truc de, genre, homme fort, quoi. Donc ouais, forcément, ça joue pas. Tout ça, tu mets tout ça ensemble, ça fait que, oui, les squats seront moins bons, mais après, c'est pas le même sport, quoi. Après, en termes de, comment dire, même si c'est là où tu prends le plus de, tu peux potentiellement prendre le plus de kilos, tu vois. Sur le squat. Oui, c'est ça. Moi, quand j'ai des streeteux, je leur dis direct, bon, gros, il y a un moment, on va faire ton. Tu sais, le mec qui veut s'améliorer de ouf au muscle up, gros, tu vas gagner 5-10 kilos sur ton total. Viens, on fait un squat, tu rajoutes 100 kilos sur ton total. Quand tu dips ton squat et qu'à côté, tu as un mec qui squatte 2,50, bah, en fait, GG pour ton dips, il est excellent, mais tu. D'ailleurs, je sais pas comment j'avais regardé un podcast où il parlait de ça. Il me semble qu'ils vont trouver une règle, un truc comme ça, parce que ça crée des méga incohérences dans les totaux, tu vois. C'est comme, tu vois, un moment, Soulé de Strength Strategy qui s'était un peu mis au street. Le gars squatte 300 kilos quasiment. Déjà qu'il est bon. Tu regardes les totaux de qualification là, interrégion, c'est entre 300 et 420, tu vois. Soulé, en fait, il faisait son squat et un dips à 50, une traction à 50, il était qualifié, tu vois, pour les France. Donc, à un moment, je sais pas, soit un homme squat 300 kilos, quoi. Je rigole, c'est une blague, ne le prenez pas mal. Je ne squatte même pas 300 kilos, d'ailleurs. Bientôt. Et qu'est-ce qui vous fait dire que je suis un homme Il va falloir commencer à arrêter de confondre identité de genre et expression de genre. Frère. Pourquoi toutes les fins de podcast avec vous, ça prend un peu comme ça. Non, là, les gars, pour ceux qui sont arrivés jusqu'ici, allez écouter leur dernier podcast à la fin. Ça parle de Hermosden. Je suis tellement triste d'avoir loupé ce moment.
Les gars, pour la bonne année, je vous fais une petite commande de Helmonstein. Let's go. Il y en a à l'appart, Nathan, je t'en mettrai sur les pieds. Wesh. Bon, merci d'avoir écouté ce podcast. On se retrouve dans l'épisode 39 qui sera avec un invité également. Donc, venez sur mon compte. Prochaine fois, il y aura un podcast avec eux aussi. Abonnez-vous, venez en coaching. On mettra tout en bio, t'en fais pas, on mettra tout en bio. Encore une fois, si vous êtes intéressé pour progresser dans les sports de force, que ce soit en force athlétique, en streetlifting, et à la fois ne pas mourir à 40 ans, venez chez Kiritsu. Ou chez Hermès Process. Et un protocole Star Win One. On sera plaisir de s'occuper de vous. Donc voilà, je vous souhaite un bon week-end. Allez, bisous.